1951, Manchester, Angleterre. Le quartier général des services secrets du Missy apprend que la maison d'Alan Turing a été cambriolée. La police cherche à interroger Alan au sujet du cambriolage, mais il les écarte avec arrogance, leur disant qu'ils ne trouveraient pas le cambrioleur même s'il leur crachait au visage. Ils le perçoivent comme un individu irritable qui refuse de coopérer, ce qui éveille leurs soupçons, il aurait quelque chose à cacher. En septembre 1939, la guerre est déclarée à Londres et 800 000 enfants sont évacués de leur foyer. Alan Turing, 27 ans, arrive au quartier général du MI6, dissimulé sous le nom de Bletchley Radio Manufacturing. Alan est détendu et peu enclin à plaisanter lorsque le commandant Denniston arrive. En parcourant son dossier, Denniston suppose qu'Alan est un génie, puisqu'il a publié des articles scientifiques à l'âge de 23 ans. Alan ne se considère pas comme un prodige et se compare à Newton et à Einstein, qui avaient accompli bien davantage à son âge. Lorsque Denniston lui demande pourquoi il souhaite travailler pour le gouvernement britannique, bien qu'Alan ne parle pas allemand, ce qui est l'une des exigences du poste puisqu'ils doivent décoder des communications en allemand, Alan fait valoir qu'il est l'un des meilleurs mathématiciens au monde. Il considère les codes allemands comme des puzzles et estime que les compétences linguistiques ne sont pas nécessaires. Quand Denniston ordonne à sa secrétaire de le raccompagner, Alan prononce le mot « Enigma », montrant qu'il est au courant du programme top secret pour lequel il est pressenti. Enigma est le plus grand dispositif de chiffrement qui soit, et les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications importantes. Résoudre Enigma mettrait fin à la guerre. Alan adore les puzzles, et Enigma est le puzzle le plus difficile qui existe. Tout le monde croit qu'Enigma est inviolable, mais Alan dit qu'ils le sauront avec certitude après lui avoir laissé sa chance. Alan rejoint 5 autres membres du programme Enigma. Ils disposent d'une vraie machine Enigma sortie clandestinement de Berlin, mais ils ont besoin d'un réglage spécifique pour décoder les messages. Les Allemands changent les réglages chaque nuit à minuit. Chaque matin à 6 h, les déchiffreurs interceptent la première transmission et n'ont guère que 18 h pour craquer le code avant qu'ils ne changent et qu'ils doivent tout recommencer. Hugh, le capitaine de leur unité Enigma, calcule que cela représente 159 millions de possibilités chaque jour. Alan rechigne à travailler en équipe, affirmant que les autres ne feront que le ralentir. Mais le chef du MI6, Stewart, leur annonce que 4 hommes sont morts dans les dernières minutes à cause du code non déchiffré et leur ordonne de se mettre au travail. Alan explique qu'il est facile de capter les messages allemands, mais impossible de les décoder. La machine Enigma possède tellement de réglages que si 10 personnes essayaient un réglage par minute, il faudrait 20 millions d'années pour tester toutes les combinaisons possibles, ce qui suggère que cette tâche est faite pour une machine. L'équipe veut faire une pause déjeuner, mais quand ils interrogent Alan, il se montre antipathique. Il ne comprend pas l'humour et est incapable d'avoir une vraie conversation avec eux. Après leur départ, il continue à travailler sur une machine capable de décoder Enigma instantanément chaque jour. En 1951, Robert Nock, le détective chargé du cambriolage, découvre que le dossier d'Alan est classifié. Il est suspicieux, car il ne comprend pas pourquoi un professeur de mathématiques aurait des dossiers classifiés. Il falsifie un document avec une machine à écrire et parvient à obtenir le dossier d'Alan. De retour en 1939, Alan se plaint à Denniston que son chef d'équipe, Hugh, a refusé sa demande de financement pour les pièces dont il a besoin pour développer sa machine. Denniston lui dit que ses collègues ne l'apprécient pas et qu'il devrait se plaindre à quelqu'un d'autre tant qu'il n'aura pas réglé leurs griefs. Alan propose de les renvoyer tous et d'utiliser l'argent pour sa machine. Il affirme n'avoir besoin que de 100 000 livres et que seules les machines peuvent venir à bout des machines, mais sa demande est refusée. Alan se renseigne sur le supérieur de Denniston et apprend que Winston Churchill est aux commandes. Alan écrit une lettre à Churchill et demande à Stewart de la lui remettre. Plus tard, Denniston informe toute l'équipe qu'Alan a été placé à leur tête sur ordre de Churchill. La première chose qu'Alan fait est de renvoyer 2 de ses coéquipiers pour être de piètres déchiffreurs et de médiocres linguistes. À court de personnel, Alan décide de créer une grille de mots croisés à résoudre en moins de 10 minutes. Une recherche de nouveaux talents est publiée à l'échelle nationale dans les journaux. Ceux qui résolvent la grille sont invités à passer un test supplémentaire. Les 2 personnes qui résolvent ce puzzle en moins de 6 minutes seront considérées pour un poste de nouveau membre du programme Enigma. Stewart demande à Alan si c'est seulement possible, et il répond que non, qu'il lui a fallu 8 minutes pour le résoudre. Une femme, Joanne, lève la main. Elle a résolu la grille en 5 minutes et 46 secondes, impressionnant Alan et Stewart. Elle et une autre personne sont recrutées pour le poste. Quelques mois plus tard, la machine d'Alan est installée une fois les pièces enfin arrivées. Mais quand Joanne ne se présente pas, Alan s'inquiète. Il se rend chez elle et tente de convaincre ses parents qu'elle est indispensable à son travail. Joanne a une conversation en aparté avec Alan, même si ses parents écoutent. Joanne argue que selon ses parents, il est inconvenant de travailler et de vivre parmi des hommes. Alan comprend le message et, pour satisfaire ses parents, lui conseille à voix haute d'aller travailler parmi des femmes au département du secrétariat. Joanne fait ses valises et part avec Alan. Elle lui demande pourquoi il tient tant à l'aider. Ce sont parfois les personnes dont on n'attend rien qui font ce que personne n'aurait pu imaginer. En 1951, le détective Nock informe le superintendant Smith que les dossiers militaires confidentiels d'Alan sont vides. Ils ont été brûlés et détruits. Il pense qu'il est un saboteur soviétique. De retour en 1940, Joanne arrive à Bletchley Park déguisée en employé de bureau. Alan raconte que les Britanniques sont affamés. Chaque semaine, les Américains envoyaient 100 000 tonnes de nourriture,
mais les Allemands les envoyaient par le fond. Chaque nuit à minuit, une cloche sonne, signalant que les efforts de la journée ont été vains. Hugh, frustré, rend visite à Alan, qui travaille sur sa machine. Hugh est furieux, il attrape une clé à molette et tente d'endommager la machine, mais les autres l'en empêchent. Hugh lui dit que la machine ne fonctionne pas. Peter, l'un des autres membres, lui dit que son frère et ses cousins combattent dans la guerre, mais qu'ils n'ont rien à montrer pour leurs efforts car Alan est obsédé par sa machine. Alan est fermement convaincu que la machine fonctionnera. Plus tard, Alan récupère une pile de messages Enigma sur son bureau et les glisse dans son pantalon. Il réussit à passer les points de contrôle sans être détecté et se rend chez Johan en passant par sa fenêtre. Il lui présente les messages Enigma chiffrés envoyés par le haut commandement nazi, dont l'un commence par « Heil Hitler » et se termine par « Bulletin météo ». Johan et Alan discutent de l'idée d'un ordinateur numérique. Quand Alan retourne à la baraque le lendemain, il découvre la police militaire en train de fouiller son bureau sous le regard des autres déchiffreurs. Denniston explique qu'il y a un espion parmi eux. On montre à Alan un télégramme intercepté en route vers Moscou, chiffré avec une phrase clé. Il soupçonne Alan parce qu'il est arrogant et solitaire, sans amis ni relations amoureuses. Denniston affirme qu'il n'a pas besoin de le renvoyer car s'il est démasqué, il peut le pendre pour trahison. Johan s'approche d'Alan, qui travaille sur sa machine, et lui propose de l'emmener dans un bar à bière pour lui remonter le moral. Au bar, elle lui dit que peu importe son niveau de génie, Enigma est plus fort et Alan a besoin de toute l'aide possible, mais son équipe ne l'aidera pas s'il ne l'apprécie pas. La fois suivante, comme Johan le lui a suggéré, il apporte des pommes et tente même de raconter une blague. Quand ils mettent en marche la machine, c'est le premier ordinateur numérique au monde, et il fonctionne. Ils attendent de voir s'il peut révéler les réglages Enigma du jour. Quelques jours plus tard, un conflit éclate quand Christopher ne produit pas de résultats, selon le bureau de Denniston. Alan est surpris de voir Denniston et tente de l'empêcher d'entrer en barricadant la porte. Il force la porte et éteigne Christopher. Denniston lui annonce que sa machine est hors service car Enigma n'a pas été déchiffré. Il est irrité d'avoir dépensé 100 000 livres sans rien à montrer en retour. Alan défend sa machine, mais elle n'a pas encore décodé une seule transmission allemande. Hugh arrête Denniston et dit que s'il renvoie Alan, ils devront tous être renvoyés également, car il croit que sa machine peut fonctionner. Hugh dit à Denniston qu'ils sont les meilleurs cryptographes de Grande-Bretagne et demande une prolongation de 6 mois. Denniston accepte de leur accorder 1 mois de plus pour résoudre Enigma, sinon ils seront tous renvoyés. Au bar à bière, Hugh dit à Alan qu'il a décodé le message chiffré destiné aux soviétiques et qu'il sait qu'Alan n'est pas l'espion, car il n'aurait pas chiffré son message avec un simple verset biblique. En 1951, le détective Nock apprend qu'ils ont retrouvé les cambrioleurs d'Alan. L'un des hommes qui ont cambriolé sa maison est homosexuel, et Alan l'est aussi. Il n'est pas un espion soviétique. Nock n'arrive pas à le croire, mais à cette époque, l'homosexualité est encore punissable par la loi. En 1941, Johan rentre chez elle et trouve Alan en train d'essayer de résoudre des équations mathématiques pour que Christopher puisse traiter davantage de réglages par tranche de 18 heures. Elle l'interrompt pour lui annoncer qu'elle doit rentrer chez elle, car ses parents ne sont pas satisfaits qu'elle ait 25 ans et soit encore célibataire. Il laisse transparaître ses émotions et admet qu'il aime parler avec elle, lui conseillant de se marier. Elle pense qu'il parle de Hugh ou Peter, mais il parle de lui-même. Il la demande en mariage avec une bague faite d'un bout de fil électrique. Au bar à bière, ils fêtent leur fiançailles. Pendant que Johan danse avec Hugh, l'un des membres de l'équipe, John, s'entretient avec un Alan Mossad, qui lui avoue être gay. John compatit et admet qu'il s'en doutait depuis un moment. Il lui conseille de garder sa secret car l'homosexualité est illégale, et Denniston cherche n'importe quelle raison pour emprisonner Alan. Alan et son équipe ont attendu que Christopher craque le code, mais la sonnerie de minuit retentit et ils doivent tout recommencer. En 18 heures, la machine ne pourra jamais traiter autant de possibilités. Au pub, Alan entend Hugh flirter avec la collègue de Johan et a une révélation sur les messages codés allemands. Il traverse en courant Bletchley Park et les points de contrôle de sécurité, toute l'équipe à ses trousses. Alan répand les messages précédemment décodés. Il fait remarquer que Christopher n'a pas à parcourir toutes les options, mais que l'ordinateur peut rechercher les mots qu'ils savent être dans le message. Il découvre que le bulletin météo de 6 heures se termine toujours par « Heil Hitler ». Pour déchiffrer le code, ils peuvent demander à Christopher de chercher les mots « météo »,« Heil » et « Hitler ». Il le teste avec un message envoyé à 6 heures du matin. Christopher s'arrête complètement. Ils prennent les lettres qu'il a générées et retournent à la machine Enigma, où ils tapent les mêmes caractères. Ils décodent le message. Ils ont craqué Enigma. Toute la nuit, l'équipe travaille. Ils ont décodé les signaux et peuvent désormais créer une carte montrant tous leurs navires face aux navires de l'Axe. John fait remarquer qu'il n'y a que 5 personnes dans le monde qui savent où se trouve chaque navire dans l'Atlantique, et elles sont toutes présentes dans cette pièce. Johan signale que les navires de l'Axe sont sur le point d'attaquer un convoi de passagers britanniques. Hugh essaie de contacter Denniston pour l'avertir, mais Alan l'interrompt. Il fait remarquer qu'ils doivent les laisser couler, sinon les Allemands apprendront qu'ils ont déchiffré Enigma. Les Allemands cesseraient immédiatement toute communication radio et réviseraient la conception d'Enigma. Pour garder secret le fait qu'ils ont déchiffré Enigma et gagné la guerre, ils doivent sacrifier des centaines de vies innocentes.
Quand Peter réalise que son frère se trouve dans l'un des convois, il s'effondre. Il demande que ce seul navire soit signalé à Denniston, mais Alan se contente de s'excuser, et tout le monde est d'accord avec lui. Alan et Joanne voyagent en train jusqu'à Londres. Dans un salon de thé, ils rencontrent Stuart et lui révèlent qu'ils ont décodé Enigma, mais qu'ils ont besoin de son aide pour décider quelle quantité d'informations utiliser et quelles attaques annuler, afin que les Allemands ne croient pas qu'Enigma a été déchiffré. Stuart inventerait des mensonges convaincants pour expliquer au public comment ils ont obtenu les informations. Alors qu'ils poursuivent leur travail, Peter est en colère contre Alan et se heurte à lui. Alan remarque alors une Bible et se souvient des paroles de Hugh sur un espion soviétique utilisant un verset biblique. John est l'espion, mais Alan ne peut pas le dénoncer à Denniston, car John révélerait alors à tout le monde qu'il est homosexuel. Quelque temps plus tard, il va rendre visite à Joanne, mais son appartement est saccagé et Stuart lui apprend qu'elle est en prison militaire. C'est alors qu'Alan révèle que John est l'espion, mais qu'il le savait depuis le début. Il a placé John à Bletchley Park et à alimenter les soviétiques en fausses informations. Il demande à Alan de l'aider dans ses activités d'espionnage. Il s'avère qu'il avait menti au sujet de Joanne, elle est au marché. Alan retrouve Joanne et lui demande de rompre leur fiançailles en raison de sa sexualité. Elle veut toujours être avec lui, arguant qu'ils s'aiment à leur manière. Pour la protéger de Stuart, il lui ment en lui disant qu'il n'a jamais tenu à elle, ce qui la blesse profondément. En 1951, Alan dit au détective Nock qu'il lui a raconté son histoire et qu'il doit maintenant jouer au jeu de l'imitation pour déterminer s'il est une machine ou un être humain. Il s'interroge à voix haute, suis-je un héros de guerre? Suis-je un criminel? Nock lui dit qu'il ne peut pas le juger. Alan lui répond qu'il ne lui est d'aucune aide, car Alan ne peut pas se juger lui-même, étant atteint du syndrome d'Asperger. En 1953, Joanne rend visite à Alan, qui est maintenant plus âgé et vit seul. Alan est nerveux et lui dit que le juge lui a proposé le choix entre 2 ans de prison ou 2 ans de thérapie hormonale hebdomadaire pour l'aider à surmonter ses tendances homosexuelles. Son alliance attire son regard et elle lui parle de son mari, lui disant qu'elle est heureuse. Elle lui propose de faire une grille de mots croisés par nostalgie, mais il en est incapable car son cerveau a été endommagé par le traitement hormonal. Joanne lui explique que personne n'aurait pu faire ce qu'ils ont fait s'ils avaient été des gens ordinaires. Ce matin-là, elle était dans un train qui traversait une ville qui n'aurait pas existé sans Alan. Elle avait acheté un billet à un homme qui serait presque certainement mort sans lui. Elle est reconnaissante qu'il ne soit pas né avec une personnalité ordinaire. Le monde est un endroit infiniment meilleur précisément parce que tu n'étais pas normal, lui dit-elle. Alan est seul chez lui. Il contemple avec mélancolie Christopher, son superordinateur et compagnon de vie, avant d'éteindre les lumières. Coupe sur les 6 cryptographes en train de détruire toutes les preuves d'Enigma. Alan s'est suicidé en 1954, après un an de thérapie hormonale imposée par le gouvernement. En 2013, la reine Elisabeth II a accordé à Alan Turing une grâce royale posthume en reconnaissance de ses efforts durant la guerre. Selon les historiens, le déchiffrage d'Enigma a raccourci la guerre de plus de 2 ans, sauvant plus de 14 millions de vies. L'invention d'Alan Turing a lancé des décennies de recherche sur les « machines de Turing » ou ordinateurs, comme on les appelle aujourd'hui.